bonsoir. C'est déjà tous vu. Bon, moi, j'ai pas vu tout le monde. Donc, c'est la télé sur le projet. Merci beaucoup de l'intérêt que vous y portez. Voilà. On va essayer de. On ne va pas dire forcément beaucoup de choses différentes par rapport à ce qui a déjà été dit ce matin et cet après-midi. On va essayer de dire un peu différemment, puis peut-être de faire un retour d'expérience avec ça. Et puis, voilà. Répondre à vos questions si vous en avez. Puis donner peut-être plus Catherine qui aura aussi faire part de son expérience en tant que dans son travail auprès vraiment des petites structures, des petits labels, des indépendants, des autoproduits. Donc je disais ce matin, on va faire tous les deux, mais c'est quand même Catherine qui est plus en pointe sur cet aspect des choses. Voilà, vraiment pour dire qu'on est sur un travail de collecte qui se soucie d'être auprès de tous les genres musicaux, d'essayer de représenter le maximum de l'université. On ne travaille pas sur pas de sélection, on n'a pas non plus forcément de prospection. En médias, c'est un petit peu en dessous du radar, quoi. C'est pas forcément tout ce qui est critiqué dans les grands médias. On a un petit peu des contacts avec les petites structures, les petits labels, les indépendants, c'est ce qui est un peu du. Parce que ça, c'est effectivement, comme on l'a rappelé ce matin et cet après-midi, Fabrice. Alors, bon, je pondère sur les propos quand même. On n'a pas que les majors et les gros indépendants, on a quand même aussi des petits déposants. Mais clairement, voilà, on a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre, soit par manque de moyens, soit par manque de visibilité. Et puis voilà, on a que deux. Donc clairement, c'est pas suffisant. Donc, mais voilà, d'où l'importance des relais, hein, vraiment qu'on sollicite en région, alors que ce soit des assos ou bien des bibliothèques. C'est vraiment important d'avoir cet ancrage local que des facteurs de vue depuis les tours de nos bibliothèques. Oui. Voilà, donc pourtant on essaye d'être attentif, d'être vigilant, mais voilà, Pierre l'a dit, on est tous, nous ne sommes que deux, même si on est soutenu par notre hiérarchie, aussi Sylvain qui est avec nous, au point de Fabrice. Voilà, nous ne sommes que deux et il faut couvrir la France entière, des esthétiques. Et d'outre-mer. Et d'outre-mer. C'est encore compliqué. C'est encore plus compliqué. Alors c'est vrai que moi tout à l'heure j'étais très contente d'entendre un certain nombre de propos des intervenants qui disaient que voilà, moi je suis sur mon travail dans la coopération et c'est vrai que à l'occasion de mes, alors bien sûr des déplacements professionnels mais aussi personnels, je suis dans les bibliothèques, je vais regarder s'il y a comme pour local, je vais discuter avec les personnes et puis leur dire mais n'hésitez pas à me dire je présente mon travail et la première fois que j'ai fait ça c'était au moment du deuxième confinement. J'étais dans une petite région, j'étais à la campagne, dans un milieu extrêmement rural et extrêmement rural. Voilà. Très rural, voilà. Le plutôt rural. Le plutôt très rural. Et je me suis dit, en fait, j'ai une copine qui bosse à la médiathèque de Rodez. Et je lui ai demandé si éventuellement, puisque j'étais là un peu pour longtemps, voilà, je lui ai expliqué un peu mon travail, etc. Elle me dit, mais t'as qu'à venir le jeudi après-midi. Et puis, on va éplucher ensemble, on va regarder les disques que j'ai, etc. Et puis, je vais signaler aux artistes que je connais avec la Maison du Livre de Rodez pour qu'ils viennent le jeudi après-midi. Et bien, ça a super bien marché. Et, super bien. J'ai trouvé que, en tout cas, ça avait de l'écho. Et j'ai rapporté de cette période étrange une soixantaine de disques, alors une soixantaine de références. Alors, bien sûr, ça ne fait pas grand-chose comme ça, mais c'est 60 références qu'on faisait
apporté à la bibliothèque. Pierre était très content parce que c'est vrai qu'on ne les aurait pas eu autrement. Donc il y avait de l'électro, il y avait de tout, il y avait un peu de tout. Et des personnes qui m'ont dit mais on ne savait pas. Voilà. Et c'était une façon à la fois de montrer que la bibliothèque, elle s'appuyait sur cette médiathèque. Voilà, on n'est rien tout seul. Et le fait de déposer à la bibliothèque et d'être référencé, etc., mais c'était super. Et ça a entraîné après d'autres dépôts. Et de cette initiative un peu, parce qu'il fallait, fallait qu'il y ait des choses à faire, comment les faire. Moi j'ai fait avec ma 4L, parce que là-bas j'ai raconté ma vie, j'ai une petite 4L, et j'ai fait la tour, je n'avais pas de disque. Voilà, et j'ai circulé en 4L pour récupérer des disques et des cassettes, et ça a très bien marché. Ils sont arrivés en bon état à la bibliothèque. Ça, c'est pour le moins. Oui, pour le moins, mais quand même, après, il a fallu que je les remonte à Paris. Voilà, non, en tout cas, c'est très... Enfin, on est dans l'humain, en fait, dans l'humain, et c'est vrai que là, le fait de rencontrer des personnes à cet endroit-là, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'artistes à cet endroit-là. Donc, c'est important de dire ça parce que ce contact que tu entretiens, que tu développes, qu'on développe de manière générale, c'est déjà dépôt légal, c'est pas un terme très... C'est un peu le contrôle fiscal. Hein. C'est ça. Les copains qui ont des labels, ils ont peur d'être trop près de vous. Parce que, c'est ça. Je comprends. Déjà, ça c'est pas très attractif, c'est pas très attirant, voire avec les autres. Donc, et puis alors, si on rajoute un formulaire de dépôt légal à remplir. Ouais, alors je vous montre l'ancien, c'était le CERFA, comme pour les impôts. Hein. Il est encore téléchargeable, c'est très pratique hein, aussi. C'est assuré. Voilà. Donc, la formulaire de dépôt. À la fin, il faut payer une amende. Voilà, donc c'est vrai que ce travail d'explication, de contact, de vulgarisation, entre guillemets, d'être au plus proche avec les acteurs locaux, c'est vraiment très très important. Donc, et c'est en même temps très plaisant. Oui. On va se le cacher, on prend aussi du plaisir. Voilà, plutôt que d'être resté derrière un écran. Ça fait partie du job, il faut le faire. Alors je rebondis sur l'idée du relais, parce que moi je suis, j'ai deux têtes. J'ai un label associatif, mais je suis bibliothécaire musical depuis assez longtemps, discothécaire, enfin voilà. Et à Cherbourg, enfin donc en Normandie. Ce que je note, parce que je suis dans des musiques de la Marne, de Bande, enfin voilà, d'autres. Donc on a des associations très équipées, très organisées, très indépendantes volontairement, hors système parfois. Donc il n'y a pas de problème, hein, c'est pas le mot dépôt légal, on peut rigoler. Le truc c'est qu'on est dans des réseaux qui déjà s'auto-organisent en association des fois de labels et qui d'elles-mêmes répertorient, archivent. Il y a des lieux en France qui archivent le punk, il y a des lieux qui archivent le hardcore. Et voilà, et donc en fait, il faudrait que les bibliothécaires, on ait un bon lieu, on est dans toutes les villes, on a un réseau quand même organisé, et c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher de ces assos, de ces studios d'enregistrement, salles de musique alternatives ou officielles, pour communiquer là-dessus, parce que vous êtes un peu loin, effectivement. Le site est pas mal fait, on peut le déclarer en ligne, donner en ligne, donner par la poste. C'est gratuit d'envoyer ces productions, parce que les gens disent c'est un coût, mais non, on peut envoyer 10 vinyles, on rajoute dépôt légal, voilà. Franchise postale. Franchise postale, on n'a pas à payer. Jusqu'à 25 kilos. Voilà, et on n'a jamais, quand on a un petit label indépendant, on arrive rarement à vendre les 300 copies ou les 500 copies. Donc, en envoyer une gracieusement qui va en plus être ici, c'est-à-dire répertoriée, qui va faire des hyperliens avec d'autres œuvres du groupe, s'il en a fait d'autres, ou d'autres sur le courant musical d'autres artistes. Je pense qu'on n'a qu'à y aller. En fait, l'artiste indé, label ou artiste, ouais. Même sans label. Ouais. Dépôt légal, franchise postale, les postiers savent très bien que ça existe, et c'est 0 € pour faire l'emballage. Les deux seuls facteurs discriminants pour le dépôt légal, c'est qu'il faut que ce soit une édition. Alors, une édition, c'est une reproduction en nombre à l'identique. Le nombre n'est pas précis, on peut avoir des micro-éditions, on peut faire des tirages à 50 exemplaires, on est dans une micro-édition, ça tombe sous le dépôt légal, et l'autre élément, c'est qu'il faut que ça soit mis à disposition du public. Pas forcément en commerce, ça peut être du don, du gracieux, du démarchage pour se faire connaître justement auprès des radios, auprès de labels plus importants.
Donc voilà, ce sont les deux seuls facteurs. Éditer, mis à disposition du public. Ensuite, quel que soit le support, quel que soit le genre musical, quel que soit le tirage, du moment où on a quand même un nombre qui permet de parler d'une édition. On parle de 50 exemplaires parce que c'est un chiffre tout ça qui est un peu... Alors ma question c'est la gravure directe. Est-ce que la gravure directe, les gens qui pressent à l'unité jusqu'à 50-60 copies, ça peut faire partie, parce que c'est dans des projets artistiques d'artistes réputés aussi. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu à cheval. Ouais. Entre Parce que là, il n'y a pas d'autorisation forcément SDRM, ça sert. Alors cela dit, nous, on est totalement distincts et indépendants. Mais vous ne contrôlez pas ça. Il n'y a pas, on n'a rien à voir avec la SACEM ni avec les SDRM, qui sont d'autres organismes qui gèrent des droits qui sont milliers d'ailleurs. Donc c'est vraiment autre chose. Donc pour revenir à ta question, je pense simplement le pressage à l'unité, mais on est limite, mais si c'est un pressage identique, peut-être qui est renouvelé, selon le même principe d'un contenant et un contenu similaire, on rentre dans les clous. Ça, c'est pour d'avoir au niveau de l'édition. C'est les seuls critères. L'édition et la mise à disposition du public. Moi, j'ai dans ma réserve, par exemple, des studios d'enregistrement qui m'ont donné le disque enregistré chez eux. Je les intégrerai jamais dans les collections faute. Est-ce que j'ai le droit de vous les donner ou est-ce qu'il faut l'accord de l'artiste? Comment ça se passe? Si c'est votre propriété. Alors après, ça n'a pas été formalisé par écrit. Il y a pas voilà. Ça peut faire un don de collection, peut-être pas au titre du dépôt légal, parce que c'est peut-être des choses un peu anciennes, et que le dépôt légal, c'est quand même... C'est pas forcément ancien, mais c'est des artistes qu'on connaît pas. Oui, mais des talents, ce que on appelle les émergents. Peut-être jamais émergé même, mais enregistré dans ce studio. Mais c'est intéressant. C'est un produit fini, ça ressemble à une disque. C'est des références Moi, je pense. on ne trouvera pas dans les collections. Et donc, on peut vous les donner. Oui, c'est vous qui serez déposant. C'est votre structure qui sera déposante. Oui, c'est votre structure qui sera déposante. Oui, parce qu'en fait, là, juste pour rappeler, c'est assez simple. Le déposant donne ses infos, ensuite le descriptif du document, et on envoie. Voilà, il n'y a pas grand-chose de demandé, en fait. Ça a l'air officiel, mais c'est très simple, et c'est fait pour que ce soit simple, en fait. C'est par document qu'on fait un... Ah oui, alors, mais je peux te dire par expérience que nos collègues, là j'ai amené une pile aujourd'hui de documents. Voilà. Je ne me suis pas embêté, je leur fais confiance pour... voilà. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais... Je vais en amener aussi, mais ça sera... C'était... T'envoies, je vais envoyer... une quinzaine. Attention, un petit problème. Pareil, je suis dans la scène de musique marge, plutôt musique extrême, post-punk, punk hardcore, crack, sous-genre et sous-genre. Bref. On fait beaucoup de coproduction, parce qu'on va à 300, 500, il y a 20 ans, on faisait 1000 exemplaires des passer à 500, 300, 200, ça y est limité parce que déjà le coût a augmenté, le délai a augmenté, la distribution, tout s'est transformé, tout le monde est concours ici, c'est notre métier. À l'époque, j'étais pas dans j'étais en bibliothèque, mais pas en forcément bibliothèque de musique. C'est vrai que la première fois que j'ai reçu la BNF, ça m'a un peu surpris, et puis vu qu'il y avait des textes subversifs, très politiques, avec une démarche et des propos, en défiance. On avait eu ça avec les fanzines aussi, j'ai fait partie de Fanzina à l'époque, il y avait ça. Donc, juste pour finir, la coproduction, donc la question, j'avais changé avec à l'époque, et on dit, ah ben nous on a reçu aussi, mais non, mais ça coûtait, non on ne peut pas trop, et puis discussion avec les groupes, exactement cette défiance, les connaissances. Oui. Les connaissances. Donc entre temps, j'ai parlé avec le label, je leur ai dit, bah moi voilà, le tel groupe qui est coproduit, bah voilà, j'ai arrêté le label, je mets un peu en sommeil, moi j'ai prévu de donner tout ça à la BNF, j'ai dit, j'ai prévu les groupes, j'ai prévu les gens, la label, et je trouve qu'il y a moins de réticence aujourd'hui qu'il peut y avoir il y a 10 ans, 15 ans. Donc on signe, je pense qu'en tout cas parler aux gens, franchement allez-y, ça fait partie du patrimoine, entre guillemets, de notre patrimoine. Moi je vais présenter ça fait ça, non, mais pour un certain nombre de gens qui sont dans les trucs alternatifs et subversifs, poussés de manière assez, voilà, c'est loin, c'est rien à voir à faire avec l'État. Et du coup. C'est pas l'État, c'est le bien commun, je pense. Mais je suis bien d'accord avec cette idée de bien commun. Mais c'était ça aussi, c'était les réticences, les blocages. Je voulais juste en faire part parce que c'est ce qui fait que dans certaines scènes, il y a des gens qui ont fait non, on ne veut pas.
Parce que, voilà, mais je pense que c'est en train d'évoluer. En tout cas, moi, je le sens. En tout cas, je n'ai pas senti de réticence des groupes auxquels j'ai dit, bah voilà, les groupes dans lesquels je joue, j'ai prévu les gens du groupe et j'ai prévu les autres. Voilà, ok, d'accord, problème, alors pas dans ça. Non. Pas de Voilà, ça saigne, voilà, donc en tout cas, il y a des choses j'ai l'impression qu'il est en train de bouger. Moi, j'ai commencé à en parler à d'autres labels, au groupe, Je rebondis sur ton intervention. Sur les scènes très plus underground, il y a vraiment des trous dans le dépôt légal parce que forcément les artistes ne voulaient pas. Et il y a aussi par contre des grands collectionneurs qui actuellement séparent leur collection pour une question d'âge, d'espace, de changement de vie. Et donc, comme ressource au lycée de Molière, qui ont des collections hyper coupées sur un seul genre, ils peuvent en avoir 15 000 disques qui ne sont pas présents. Et est-ce que, comme je connais bien aussi le milieu des beaux-arts du musée, il y a l'État, à travers la BNF, peut acquérir des collections qui auraient un intérêt pour combler des vides, ce qu'expliquait votre collègue tout à l'heure. Oui. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a des champs qui n'ont pas été explorés pour plein de raisons, à cause des acteurs, à cause de... Et ce sont des éléments de la mémoire sociale, en fait, et artistique. Bien sûr. Je vais répondre, peut-être je laisserai avec Manuel compléter s'il le souhaite. Mais oui, on a des fonds dédiés qui sont pour la définition de ce qui est hors périmètre dépôt légal. Alors, hors périmètre dépôt légal, c'est soit qu'on soit éloigné dans le temps de la production, des choses qui passent à travers dans les années 60, 70, les années 80. Et faire des acquisitions prospectivement, ou bien géographiquement, des choses qui ne sont pas soumises au dépôt légal. Le dernier élément, oui, qui peut à disposition du public sur le territoire français. Donc des choses qui seraient diffusées uniquement sur le marché japonais ou sud-américain, ça ne tombe pas sous le dépôt légal, Même d'un groupe français, édité là-bas. C'est la diffusion, peut-être. La diffusion, c'est un endroit. Vous pouvez produire ailleurs. Si c'est diffusé en France, c'est soumis au dépôt légal. Ça tombe sous le dépôt légal parce que ça remonte aux origines de la loi où François Ier voulait avoir un peu un regard sur tout ce qui est sorti. Bon, on est sorti de cette vision de Big Brother, on trouve vraiment, je rappelle ce matin, sur une collègue de la diversité qui reflète l'émission. Mais pour tout ce qui est hors périmètre dépôt légal, on a effectivement des idées d'acquisition, soit pour les collectionneurs fiscaux, donc pour les gens. Parfois c'est pour des questions de survie, enfin, des gens qui arrivent, qui revendent pour des raisons. Il y a un facteur au-delà de l'aspect financier, que ce soit des choses qui ne soient pas déjà dans les collections. Chez les Fabrice, les millions, on ne prendra pas. Exceptionnellement, si on veut garder l'intégrité d'une collection, et on sait que sur 10% de millions, on les accepte parce qu'on a 80% qui sont hors des collections. Et puis après, ça fait partie d'une politique documentaire. Et on va donner des axes. Quel genre, peut-être, les minoritaires, ou encore une fois des gros standards, c'est peu ou mal représenté les collections, il y a un effort pour ce type de collection. Donc, c'est possible, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a un élément qui me précise, excusez-moi. C'est aussi, il y a la question de coproduction, le fait que des fois, il y a 10 labels en même temps. Chaque label, plus de groupes se retrouve avec maintenant, avec 20, 30, la moitié d'échange, la moitié vente. Et juste envoyer un exemplaire, en fait, tout plein d'exemplaires par label, ça leur coûte. Et c'est pour ça aussi, ça, c'est aussi un effet. Ceux qui vendent pas cher en plus, ils sont plus Et temps. on vend en prix du temps, c'est-à-dire. Notamment, je jouais avec un de mes groupes à un festival à Célestat, et les gens, ils préféraient, ils disaient, pourquoi vous avez demandé vos disques à 10 balles et LP, on revenait avec 59 €. Bah, en fait, ils ont préféré acheter des disques à 25 €, un autre truc à côté, puis ils m'achetaient à 10 balles, parce que pour eux, si c'était pas cher, ça valait rien. Et du coup, voilà, c'est un peu une anecdote. Mais c'est aussi pour dire que dans cette scène-là, il y a aussi cette idée que les gens, ils ont vraiment pas besoin, c'est rempli du temps, et du coup, c'est aussi un petit frein qui peut exister. Je rebondis sur ce que tu dis. Parce qu'on a déjà eu des retours comme ça, mais pourquoi vous n'achetez pas au-delà de cette spécialisation, alors comme ça, je n'ai pas du tout appuyé sur cet aspect,
Pourquoi? C'est parce que c'est un objet déjà, c'est un objet qui nous demande de faire des choix. Et là, on serait à l'opposé de l'esprit légal. L'universalité un peu. Exactement. L'universalité, et on serait nécessairement enclin à privilégier, peut-être pour des bonnes raisons, mais essentiellement, ça serait complètement subjectif de décider d'acheter tel artiste, tel genre musical, tel support, plutôt qu'un autre. J'ai une question. Mais c'est une gratuité totale, mais effectivement qui peut avoir un coût pour certaines petites productions. Est-ce que quand les médiathèques font des ventes à destination des usagers et du public, vous pouvez éventuellement intervenir avant ou au moment de leur tri pour dire peut-être à ces bibliothécaires, ces discothécaires, de vérifier si dans leur collection il n'y a pas des choses qui disparaissent. Je pense à une bibliothèque. Oui, préemption, une sorte de préemption, oui. Mais voilà, il y a certainement je pense à la bibliothèque à côté de chez moi, de Montbéliard, dans le Doubs, à côté de Besançon, qui s'est séparée de vinyle, la bibliothèque de Belfort. D'accord. Je crois qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, elle nous a contacté, j'ai les je suis quasi sûre. Voilà, il y a une dizaine d'années, un peu plus, la bibliothèque de Belfort qui a jeté et vendu tout ça aussi. Donc voilà, avant que ça parte dans des collections privées, est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir? Il faut encore qu'on ait la formation. Voilà. C'est plutôt ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est plutôt aux bibliothèques de regarder si c'est dans le catalogue de la BNF ou pas. Oui. Éventuellement, s'il y a des craintes après que ça disparaisse, là, nous, ça peut éventuellement nous intéresser. Alors après, ça peut intéresser la bibliothèque, la BMVR. Voilà, c'est pas forcément la BNF. Oui. Ça peut intéresser une bibliothèque qui a plus une mission de conservation que la bibliothèque publique. Mais nous, on ne va pas vérifier partout ce qui est vendu, ce qui est donné, etc. On fait, sur ce qui n'est pas le dépôt légal, on fait des choix. Tout à fait. Mais dans l'autre sens, on n'est pas forcément au courant que vous êtes en train de récupérer des choses. Voilà, que vous cherchez à récupérer des choses. En tout cas, pas pour ma part, et je travaille en médiathèque départementale. Voilà, donc si je peux informer les bibliothèques, effectivement à la BNF, il se passe quelque chose et ils ont envie de récupérer des collections. J'en ai aussi dans mes fonds, certainement que vous n'avez pas, qui sortent encore et qui sont toujours utilisées et toujours empruntées. Voilà. Après, si tu l'as acheté dans le circuit commercial, oui. Nécessairement, il aura été déposé légalement. Pas forcément. J'aimerais pouvoir dire ça. Ouais. Un enregistrement d'un orgue dans un patelin paumé, je sais pas où, qui a été tiré à 200. Je suis pas sûr qu'il soit déposé. Plein de CD, Non, il a dit ce matin. Mais après, beaucoup de donateurs ont l'impression d'avoir des trésors et en fait, non. Oui. Moi, en conservatoire, on reçoit des propositions de dons de partitions, mais c'est infernal. La grand-tante qui a consacré sa vie à la musique, les neveux et nièces ne savent pas quoi faire de ce trésor et ils ne sont pas vraiment intéressés à sa musique non plus quand elle en faisait de son vivant. Et il nous donne ses partitions et en fin de compte, on a déjà les choses. En fait, c'est pas du tout des choses rares, c'est pas du tout des trésors. Et en fait, c'est compliqué de dire aux gens, non, ce que vous avez, c'est banal en fait. C'était à votre tante, elle était formidable, mais ça n'a pas grand-chose. Très clairement, un exemple, une dame veuve d'un collectionneur qui a collecté des disques dans toute sa vie, une grande partie de sa vie, et sa collecte, il avait acheté toutes les nouveautés à la FNAC et chez Virgin à l'époque, ça existait. Donc c'était une très grosse bibliothèque, une discothèque, il y avait des choses, ça plie, chez les majors, les nouveaux labels, une collection de 15 000 CD, mais effectivement, dans peut-être les 3 quarts, 80% sont dans le collection. En bibliothèque municipale, on a aussi ce genre, on voit aussi maintenant des gens se débarrasser de leur collection de CD et venir vers nous pour les usage. Alors nous, bon, ça peut nous permettre de remplacer des collections de 800
Ben, c'est ce que j'ai fait comme travail, du coup, on a une collection de classiques rock presque neuves, du don, pour remplacer on est dans une autre problématique, on a aussi cette figure. Des fois, ça peut être intéressant pour la bibliothèque publique, et les BDP, des fois, ça permet de faire des collections neuves qui ne sortent plus, mais qui sortent plus. En fait, c'était pas tout à fait une question, c'était plus une intervention par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'être informé. En fait, il y a quelques années, en fait, nous, on a un projet. Alors, je suis partie du MAGMA, c'est le musée des arts graphiques et des musiques actuelles. En fait, on est une association et on est basé à Toulouse. On était la première bibliothèque de presse CD. On a une collection patrimoniale et on fait des expositions sur la musique à destination des bibliothèques. Demain, on aura une post-session. Et en fait, on a commencé il y a quelques années un travail où j'étais venue à la BNF, ensuite Catherine était venue pour justement, en fait, autour de cette notion de dépôt légal, de venir, comme on a parlé de l'importance des points relais, en fait, de créer des points relais un peu dans les bibliothèques. Alors, on a initié un outil, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait, il y a un cours d'élaboration, ça s'appelle la photobox. En fait, c'est une boîte, ce sera un outil gratuit pour les médiathèques. En fait, où les artistes, par exemple, qui viennent en bibliothèque, pour une thématique, je sais pas, ça peut être un moyen pour les bibliothèques de créer une animation ou de la musique, par exemple, des artistes. Ils peuvent venir, les artistes locaux, déposer leur production sonore. Donc, ça peut être un moyen comme ça. Et en fait, on a un outil, donc, on parlait de l'importance de la vulgarisation, on a créé un panneau donc, avec le texte qu'on a fait lire par Catherine, et donc à la direction des artistes. Pourquoi est-ce que c'est important pour eux, par exemple, le dépôt légal, pour être conservé pour l'éternité, sans distinction de genre, etc. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui est à la fois utile pour les artistes, mais aussi pour les médiathèques qui ne seraient pas forcément au courant de l'existence du dépôt légal, de comment ça fonctionne, et en même temps, ça permet un peu de créer comme ça une action sur le territoire avec plusieurs acteurs, comme on parlait de la prospection du terrain. Nous, on s'était déplacé dans le Lot, on est allé rencontrer plusieurs petites bibliothèques qui sont intéressées, par exemple, l'éventualité de créer une journée comme ça, au niveau du légal, etc. Donc, c'est un exemple d'initiative qu'on est en train d'essayer de mettre en place plusieurs tests pour la boîte. C'est quoi la structure vous avez associatif alors en fait, ou agence ça régionale? s'appelle les musicophages. Il y a 8 ans. Et donc en fait, là, on est en train de se transformer en MAGMA, des arts graphiques et des musiques actuelles. Donc, parce qu'on a une collection patrimoniale. Oui, mais votre structure, en fait, vous êtes un référent régional ou municipal, agglomération? En fait, c'est vraiment totalement libre, association. Parce qu'on a beaucoup d'agences en région maintenant qui collectent au moins, qui soutiennent les musiques. Les gens qui deviennent semi-professionnels, qui veulent se professionnaliser, donc avec des répertoires en Normandie, c'est la Norma. Et chaque région a un petit peu et c'est vrai que c'est des bons outils, c'est des bons relais aussi parce que. Parce qu'en fait, je voulais réagir parce qu'on a une proposition à faire pour les bibliothèques de point relais du dépôt légal. On en a discuté avec les bibliothèques de Seine-et-Marne. C'est qu'il se trouve que nous, à Bussy-Saint-Georges, on a une collection qui est le deuxième exemplaire du dépôt légal, puisque jusqu'à présent, le dépôt légal physique, c'est 2 exemplaires. Bientôt, ça va passer à un seul exemplaire. Et le centre, le pôle de Bussy va fermer. On va ouvrir un autre pôle à Amiens, mais ces collections, ce deuxième exemplaire, on ne pouvait pas forcément appris à conserver. Et ce qu'on voudrait proposer, c'est, pour valoriser le dépôt légal, c'est de donner des tranches de cotes à des bibliothèques. Alors je sais que vous allez me dire que vous avez peut-être trop de CD, mais là c'est l'idée de valoriser, en fait, que ça devienne des objets d'expédition, parce que c'est des années, ça peut être une année, une petite partie d'une année de dépôt légal, et de montrer ce que c'est que le dépôt légal, parce que c'est tous les genres confondus, et avec des choses vintage, donc ça peut... je ne sais pas si... On a commencé à en parler avec les collègues de Seine-et-Marne, mais je ne sais pas si ça pourrait intéresser aussi d'autres lieux comme le vôtre. À partir du moment où vous valorisez le dépôt légal, est-ce que ça vous intéresserait aussi d'avoir de montrer un peu ce qu'est le dépôt légal à la BNF, en fait. Oui, bien sûr, tout à fait, ça peut complètement être envisageable. On est en train de monter un dispositif, hein, voilà, on voulait profiter un peu de la cible pour commencer à en parler. Un sujet un peu parallèle au niveau de disques, c'est quand un artiste a une collection de disques, on l'a vu dans le musée Gainsbourg, on le voit, DJ Mehdi qui a une collection de disques, il utilise
disais, ces disques-là, est-ce qu'une entité comme la BNF peut être amenée, alors c'est pas que légal, à les conserver comme fait l'IMEC pour les manuscrits d'auteurs? Et parce qu'on parle de patrimoine cette année, j'en profite parce que c'est vraiment un sujet. Pour un musicien, la matière sonore qui va l'inspirer, il y a des privés qui ne peuvent pas conserver, des légataires qui ne peuvent pas garder ça. Et est-ce que c'est un sujet pour la conservation Encore une fois, on va être sous la réflexion. Alors, il faut voir un peu de Sophie, c'est plus muséal, presque. C'est un peu le cas par cas, mais soit c'est présent déjà dans une collection, et là, la réflexion s'arrête là, soit c'est... Oui, la cohérence, tu vois, enfin, si, je sais que les Rouges Noirs ont donné leur matériel et tout ça, donc c'est différent, c'est pas la collection disque, mais c'est dans cet esprit-là, une espèce de tout, pour garder sa cohérence. Une cellule, oui, une cellule en fait. Là, c'est en fait, c'est là que le bibliothécaire ou l'expertise du bibliothécaire est importante pour dire, voilà, est-ce que d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue documentaire, c'est intéressant de conserver l'ensemble de cette collection telle qu'elle a été construite, telle qu'elle a été pensée, quitte à avoir un peu de bidon, ou bien est-ce que vraiment on s'en tient à quelque chose, une analyse très factuelle sur on n'a pas. Et c'est là que voilà, je redis, mais c'est un peu cas par cas, et avec l'expertise des gens de sensibilité communiquée, pas forcément des gens du service, des gens du département, pour avoir un œil nouveau peut-être par rapport aux gens qui ont constitué ces collections. Donc, parce que la matière, enfin le disque maintenant fait objet de matière pour créer aussi, donc depuis pas mal de temps. Donc ça devient aussi, c'est comme une couleur, c'est comme un tube de peinture. Donc ça fait partie de l'œuvre qui va être ensuite fabriquée. Oui, là on est en amont du processus du dépôt légal. Oui, non, bien sûr, voilà, on est bien d'accord, ça fait pas partie de ça. On se pose un acteur récipiendaire de ce qui est le code diffusé au public. Donc le processus de création, aussi intéressant soit-il, et s'il est passionnant certainement, il est par ces étapes qui précèdent. Est-ce que vous avez un programme pour valoriser des trésors cachés? C'est la programmation culturelle. Oui, on ne va pas parler de programme en tant que tel, on a des propositions. Ce serait tout à fait subjectif que vous sortiriez comme ça, parce que c'est... Enfin... Alors, moi j'ai eu le très grand bonheur, il y a maintenant assez longtemps, mais voilà, un excellent souvenir, une exposition qu'on a consacrée à BNF dans le ambulatoire, là, de photos actuellement, au label Vogue. Donc un label historique qui a disparu maintenant, mais qui a eu ses heures de gloire et pas les moindres, de la fin des années 40, des années 80. Et donc voilà, ça c'était vraiment un choix tout à fait subjectif, argumenté, par justement la matière que ça représentait en termes de témoignage d'une époque. C'est le jazz de la fin des années 40 et des années 50, c'est la pop des années 60, il est en France et puis tout un tas d'artistes internationaux par la suite. Donc c'était vraiment formidable de pouvoir travailler, de mettre en valeur ce label. On est allé vraiment piocher dans les collections, on n'a pas sorti des originaux, mais on a numérisé des pochettes pour et raconter l'histoire de ce label. Donc ça c'est vraiment, moi si je dois faire une demande, je signe de suite. Voilà, après il faut dégager du temps parce que c'est chronophage, mais on ne peut pas parler de programme en tant que tel. Par exemple, on peut avoir des propositions pour valoriser à l'occasion d'un événement le D-Day, alors on n'a pas vu pour le D-Day qui est bientôt, mais ça pourrait être le cas. Si on veut faire un focus sur un genre musical, je parlais d'outre-mer tout à l'heure, c'est vrai que ça aussi c'est très mal couvert par le dépôt légal, en plus de
méconnaissance, une difficulté à connaître les productions locales, l'éloignement ne facilite pas les choses. Donc on pourrait très bien imaginer d'essayer d'avoir un travail comme ça de mise en valeur, de collecte, d'échanges réciproques avec des territoires qui sont plus difficilement atteignables. Donc pas de programme en tant que tel, on dit systématiquement valoriser le genre, mais c'est bien l'idée. C'était la fin de l'intervention de ce matin, on nous disait que même pour le dématérialiser, il va falloir donner des portes d'entrée pour une fois que le fonds sera constitué avec des dizaines de milliers de nouvelles références chaque année et à la fin des centaines de milliers, des clés un peu pour pouvoir rentrer dans ces fonds qui vont brasser tous les genres musicaux. Donc il va falloir peut-être donner des accès par thème, par esthétique musicale. Et si vous arriviez à étoffer votre équipe, vous pourriez imaginer des systèmes d'abonnement comme la Philharmonie de Paris, où finalement vous auriez des valorisations de tel label ou telle esthétique, et puis comme ça, nous, on s'inscrirait, on proposerait ça à nos usagers. Enfin, je viens rejoindre l'équipe en fait. On a déjà sur le dépôt légal numérique. Non, par contre, on a des demandes. On a une demande sur le rail là, de l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing. En fait, c'est plutôt vous qui pouvez, c'est les acteurs locaux qui peuvent se dire à la BNF, on peut trouver des pochettes, on peut trouver des choses. Et c'est plutôt là, nous, on peut pas forcément prêter parce que parfois c'est trop fragile, mais au moins numériser les pochettes. Donc pour Tourcoing, là, par exemple, c'était trop tard pour la demande de prêt, donc on va numériser. Mais la demande a été exprimée en tant que telle, et par le département, elle a été entendue. Après, il y a eu un problème de délai qui a mal joué, mais voilà, c'était l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing qui souhaitait faire vraiment une position sur le rail, qui a fait appel, entre autres à la BNF, pour des pochettes de disques. Mais bien sûr, on parle de la Philharmonie, des expos sur Boris Vian, sur Miles Davis, il y a eu des prêts. Et des numérisations de documents de la BNF. Là, le mot de Ravel, il y a une chose de la bibliothèque, l'exposition. Villa Cotterêts aussi, le maître amical a été le commissaire de l'exposition C'est une chanson qui nous ressemble pour l'ouverture, la première exposition qui s'est tenue à l'Institut de la langue française. Voilà, il y a eu appel aussi à nos fonds. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce que la BNF est soucieuse de garantir le droit de toutes les personnes qui apparaissent sur un document. Donc c'est le droit à l'image, c'est le droit au son. Donc voilà, c'est un tour de précaution légale qui font assurer qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue, mais sur le principe, on est tout à fait ouvert à de partenariat. Et puis aussi, si vous voulez sensibiliser au dépôt, montrer, voir, demain pour beaucoup, vous verrez les magasins, la collection Charles Cros. C'est aussi possible, on l'a vu avec la Fédération des labels indépendants là, qui est venue pendant 2 jours en séminaire ici. On peut complètement montrer le circuit du document, on peut montrer justement comment le document est traité à la bibliothèque. Ça vaut tous les... En général, c'est Grégory Pézard de Bigouac, quand il a vu qu'il y avait une quinzaine de personnes qui c'est leur disque passait de main en main et toute décrivait ce qu'elle faisait il a été complètement éberlué. Et c'est là qu'on a topé, et il a dit on va faire un message à tous les adhérents de la Félin pour qu'ils déposent leur disque. Donc ça c'est c'est une coopération, c'est relativement simple. Mais c'est. Mais oui, c'est même mystérieux pour les artistes. Mais oui, c'est mystérieux. On a l'impression que ça va s'enfoncer dans un carton. C'est ça. Et on a fait venir une artiste de. Cette image-là. Voilà, une artiste de Rouen qui fait de l'électro et qui est venue justement, elle venait déposer. Et puis on lui a fait visiter les locaux et en fait suite à ça elle s'est dit mais est-ce que je pourrais pas collecter les sons du circuit du document, et
ça a donné les phases de l'archivistique sonore. Voilà, je trouve que ça aussi c'est un objet patrimonial. Aurore Rosalvé, rapport 1984. Voilà. Comment ça se passe avec tous les gens qui publient mais que sur Bandcamp? Ça, c'est ma première question. Mais après, sur Bandcamp, ils peuvent aussi proposer le CD plus le vinyle. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous envoient? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Les deux. Non, on envoie tout. Voilà l'exemple, l'illustration. Ça, c'est un label indépendant, loi 1901, mais qui pourrait être une société. Donc, quand on envoie, on sort un disque qui sort bien sûr en numérique. Et il sort suivant le marché, suivant le type d'esthétique. Il y a des disques qui valent le coup de sortir en cassette, en CD, en vinyle, avec des mixages différents, en digital avec un support différent. Parfois en SACD, multichannel, hybride, tout ça. Donc en fait, tout support différent, je pense, mérite d'arriver au dépôt légal. Même le numérique? Oui, bien, moi j'aimerais bien. Alors la donation, c'est ce que tu as présenté ce matin. La démarche pour les labels d'aller sur le dématérialisé, je ne l'ai pas encore c'est en 2030. Voilà, oui, parce que c'est encore en cours d'instruction pour le dématérialiser, donc il n'y a pas de dépôt. C'est vous qui numérisez là pour l'instant. Voilà, une conservation numérique pérenne, d'où le passage de 2 exemplaires à 1 exemplaire maintenant qui va être officialisé par la loi. Mais voilà. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas édités en physique aussi. Oui, ceux-là, comment vous faites pour l'instant, pour l'instant, on ne le fait pas. On est en cours d'instruction pour développer la nouvelle filière des polygones numériques à l'unité. Et bien sûr, c'est une problématique à laquelle on a réfléchi. Donc, on a des choses en perspective. C'est les feuilles d'or, en fait. C'est pas encore puisque la DSNS a développé ce machin collecte mais tout ce qui est vidéo et son, ce sont des trucs qu'on a du mal à moissonner, à récupérer, et on fait ce qu'on appelle des applications d'assurance, c'est-à-dire des développements informatiques pour arriver à collecter les plateformes. Et c'est un atelier qui a eu lieu en 2022 pour le podcast, et on avait envisagé de collecter un ancien code de beaucoup de musique indépendante. Et en fait, son code était vraiment très difficile et on utilisait beaucoup de développeurs, donc la BNF a fait le choix de collecter une plateforme de podcast. Et en fait, SoundCloud, c'est une plateforme qui pourrait être développée dans laquelle il y a des projets visuels à terme pour trouver des solutions techniques. Sauf que du coup, comme c'est un service différent, ce ne sera pas traité comme des albums, comme des... Le principe des archives du web, c'est qu'on collecte un site et qu'on le restitue dans les archives de l'Internet telles qu'elles restituent la visualisation du site et sa navigabilité. Et du coup, je ne serais pas classé par les gens des phonogrammes en fait. Alors ça serait classé comme site internet. Alors que c'est des albums. À contenu musical. Mais après, ça peut aussi être collecté dans le cadre du modèle physique. Il y a beaucoup de choses qui sont sur Bandcamp qui sont limitées sur Bandcamp. Et le principe des archives de l'Internet, c'est de restituer les mêmes archives. C'est pas satisfaisant non plus finalement. On reste dans l'expérience de l'utilisateur en fait. On va sur le qui va cliquer sur la piste, ça va dire c'est l'ensemble de la cohérence de l'expérience d'écoute. C'est peut-être pas totalement satisfaisant, c'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même une démarche, je pense, qui est la plus aboutie actuellement en termes de conservation. Il y aura une autre solution quand il y aura la filière DLNU, les artistes pourront développer des fichiers Absolument. dans la filière. Oui. Ça, c'est le projet qui est en perspective. En 2030. De pouvoir faire ces dépôts à l'unité, par petits lots de production purement dématérialisés. Et après, je ne sais pas si c'est le sujet là, mais c'est une question que j'ai envie de vous poser depuis des années. C'est l'occasion alors. Parce qu'en fait, je travaille à la discothèque de Radio France, et clairement, c'est pareil, on a du physique, du numérique, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est une collection en fait? Est-ce qu'on peut, par exemple, pour l'instant, ils m'envoient gratuitement tout ce qui est Harmonia Mundi, mais je les ai aussi de façon numérique, pareil, gratuitement. Mais qu'est-ce que c'est finalement une collection quoi? Est-ce que ça peut être numérique? Ah ben, ça le sera à terme. Oui, bah évidemment. Oui. La collection, c'est la définition qu'on veut en faire. Si on veut faire une collection qui est le reflet des éditions phonographiques
Et donc issu du dépôt légal, voilà, on n'aura pas de périmètre hormis ceux que je vous ai définis tout à l'heure. Après, si on veut faire une collection thématique, ou sur un artiste, ou sur une période, des acquisitions sur tout le jazz des années 30 ou sur un support dédié, là c'est un esprit documentaire qui est subjectif. Une collection, elle peut avoir, selon qui la constitue, comment elle se constitue. Selon les artistes, qui font des choix différents. La collection, c'est défini par sa finalité aussi. Nous, c'est une collection de dernier recours. À notre endroit, ça va être une collection qui représente le patrimoine régional, local. Vous, c'est une collection qui a la finalité, c'est servir les émissions. Donc, il faut réfléchir en fonction de ça. C'est une collection de dernier recours et c'est une mémoire collective qui est supposée être pérenne. C'est-à-dire que qui rentre au dépôt légal, il y a de question de le pilonner. Là, on ne désherbe pas le dépôt légal. Donc voilà, on a cette vocation aussi de pérenne. Alors, il y a des questions qui se posent en termes de place, etc. Mais finalement, pour vous, c'est même pas une question en fait. Alors que moi, quand j'achète un disque, qu'est-ce que je fais? Je le prends en numérique, je le prends en physique. On n'a pas cette question. C'est vrai que c'est pas. Déjà, il n'y a pas d'achat. Non. Non, mais ça se pose là maintenant pour notre deuxième exemplaire du dépôt légal, qui n'est pas patrimonial, c'est le premier qui est patrimonial. Ça dépend de l'utilisation de ta collection en fait. Je pense je dis ça parce qu'on a récupéré beaucoup de vos CD. Il y a une dizaine d'années, vos triplons, quadruplons, quadruplons, on les a récupérés parce qu'à l'époque, vous en achetiez beaucoup d'exemplaires pour les donner aux stations de radio, avec besoin des journalistes. Aujourd'hui, avec le numérique, votre collection physique est moindre parce qu'il y a le numérique. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, ça c'est même plus un sujet parce que ça fait des années qu'on n'achète qu'un seul exemplaire. Ça évolue aussi. Et je vais terminer parce que c'était peut-être pas trop le sujet, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure quand ça a été évoqué le fait qu'un document, un album, c'est pas seulement du son. Parce que nous, on a encore eu une discussion la semaine dernière où j'ai des collègues qui me disent ça suffit de l'acheter sur Cobuzz ou n'importe, même s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de jacket, parce que c'est le son qui nous intéresse, parce que c'est pour la radio, mais en fait, ça peut être super. C'est vrai que c'était très intéressant la réflexion qui a expliqué votre collègue dans votre réunion la semaine dernière, parce que clairement, un album, c'est pas que des supports. Et c'est la limite du numérique d'ailleurs, parce que souvent, en tout cas dans ce qui n'est pas classique, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de information. Je voulais revenir sur Bandcamp, moi, désolé si vous en avez parlé, mais j'ai plus grand aimé pour la période dont vous avez parlé. Ça fait 5 ans que je me mets un fichier Bandcamp avec toutes les sorties d'Orléans que j'aimerais bien copier. Et je pense que j'aurais jamais carte bleue. Donc je pourrais jamais en fait faire ce travail. Du coup, vous parliez de. 2030. 2030, oui. Une liste idéale, comme ça, d'artistes orléanais de la région. Si je vous l'envoie, vous pouvez-vous acquérir des dialogues pour vous, en fait, quelque part? Enfin, non, mais il faut envoyer directement. Non, les artistes, voilà. Oui, on ne fera pas d'acquisition pour d'autres. Ce sera toujours à nous de le faire. Après, là, on se propose sur le dépôt légal. Voilà, c'est un service qu'on va proposer où les particuliers, les petites productions, les services vont déposer en direct à la BNF. Ça, c'est l'action à Horizon 2030. Voilà. Pour sortir, pour compléter ce qui va nous arriver par suite. C'est pas simple parce que sur certains disques, même d'un petit label comme le mien, il y a des artistes où les droits numériques sont gérés par des labels qui ne sont pas forcément français. Donc on n'a pas le numérique, on n'a que le vinyle, le CD. Et le numérique, il est fait en allemand, en italien, ou en anglais. Et donc on ne peut pas nous le mettre même en coupon et les gens ne peuvent pas télécharger l'album. Donc c'est même sur Bandcamp en fait. Parfois, l'artiste local, il n'a pas le fichier numérique disponible pour la France. Et ce qui est embêtant aussi, c'est que, ce que j'expliquais notamment la semaine dernière quand on a parlé de tout ça,
c'est que ce qu'on nous dit, c'est pas grave, ce sera toujours disponible sur Internet. Et dans Bandcamp, il y a toutes les infos. Mais en fait, c'est faux parce que le groupe lui-même, il peut décider 2 ans après de retirer cet album. Et en fait, il n'est plus visible nulle part. Exemple pour Orléans, j'ai l'impression qu'il a des albums qui ont disparu du jour au lendemain. Il y a bien pire que ça, suite au Brexit et tout ça. Il y a des labels hébergés sur Bandcamp qui n'ont pas voulu faire le travail par rapport aux taxes. Et en fait, Bandcamp fait des messages récurrents. Si vous ne régularisez pas votre situation vis-à-vis de vos déclarations fiscales de label ou d'association, nous allons bloquer votre page Bandcamp puis la supprimer. Donc en fait, voilà, et quand c'est le seul portail pour le groupe ou le label, c'est fini. Donc je vous engage tous à être autonome, à avoir des... c'est facile d'avoir un site aujourd'hui, d'héberger sa musique, de la diffuser autrement, aussi sur Bandcamp, aussi sur d'autres sur. Oui, il y a un développement des trucs un peu alternatifs, des trucs payants, ça se développe pas. Surtout qu'aujourd'hui, on voit que le regroupement des sociétés qui possèdent tous ces canaux, ce sont les mêmes. Donc on n'est pas à l'abri que la musique, à un moment donné, désintéresse totalement ces grands canaux de distribution. Déjà que Spotify c'est un autre sujet, mais a tendance à vider ses catalogues régulièrement parce que ça coûte cher à héberger. Donc voilà, c'est beaucoup moins pérenne que des documents, peu importe leur support. Finalement, c'est plutôt ça, alors qu'en effet, on parle de tout numérique, mais en fait, il faut encourager les groupes à continuer c'est un coût de stockage. Quelques exemplaires, mais juste au moins pour que ça reste au moins au niveau légal, et au moins même à la discothèque de Radio France, au moins. Alors que c'est... c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif complètement. Mais finalement, c'est la meilleure sauvegarde, je pense. Mais c'est facile à dire pour des vieilles personnes comme certains d'entre nous, parce qu'on a été habitué à l'évolution. Pour qu'un jeune aujourd'hui, dans certaines esthétiques musicales, c'est tellement bien de pouvoir faire sa vidéo, de poster son son et directement d'être sur TuneCore et de balancer son son sur toutes les plateformes d'écoute et d'avoir tout de suite un retour avec des vues. C'est... D'ailleurs, je me permets d'internet, je ne sais même pas si on mesure vraiment connaissance ou méconnaissance, parce que nous, par exemple, on avait reçu des étudiants du DU au Rhin, c'est échec là-dessus, Parcoursup. Et donc c'est orienté réfléchissage. Et il devait, on passe dans une bibliothèque, 2 heures, 3 heures. Il y avait une personne sur un groupe de gens qui connaissait les livres. Tout le monde, intégralement, on leur demandait vous écoutez quoi de tout, c'est-à-dire c'est commercial, et ils connaissaient 10 heures Spotify. Terminal, ils ne connaissaient rien. Même une certaine génération de gens qui avaient 19-20 ans, en camp. Et en fait, franchement, ils étaient là, on se rendait compte, mais comment ça marche? Comment ça marche? On a posé tout un tas de questions sur les supports d'écoute, les supports physiques, les supports, ce qui a existé, ce qui existe, comment, la production. Et vraiment, c'était imagé. C'est impressionnant. Et là, on s'est dit, le décalage. Et comment faire revivre ça comment... Parce que par exemple, il y a une dizaine d'années, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui s'étaient remis acheter des vinyles dans certaines scènes musicales. J'ai l'impression que même dans certaines scènes musicales spécifiques, les nouvelles générations qui ont 18-20 ans commencent à se désintéresser, aller que sur les plateformes. À voir comment ça va se passer pour après, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on conscience de ça, d'ailleurs, c'est un peu peur. C'est par rapport au deuxième exemplaire, je suis un peu curieuse de savoir. Alors, vous allez fermer le 6 juin, vous avez à peu près combien de deuxième exemplaires sur ce site? Et est-ce que vous allez mesurer, du coup, vous n'allez pas faire le déménagement des collections à moi, si je comprends bien? En fait, on est au début de la réflexion, mais on a plus de 300 000 deuxième exemplaires. Donc, c'est assez considérable. On va voir en fait. Non, en fait, l'idée, c'est que si on donne des segments par cote, c'est soit, si c'est dans Seine-et-Marne, là, il y a une proximité géographique, donc là, le transport se fait facilement. Si c'est ailleurs, là, il faut voir comment c'est possible. L'idée, c'est de donner toujours deuxième exemplaire. L'objectif, oui, c'est ça. Alors, sauf peut-être les
plus rares, disons. Donc là, on a plutôt tendance à penser qu'on va les garder. Pour rebondir sur ce numérisation pérenne de la collection, tout ce qui est collection courante, sur le document, on appelle le document hors norme, qui est des formats un peu spéciaux, voire hybrides, et là où la numérisation ne peut pas rentrer de la même façon, ne peut pas numériser un modèle de la même façon qu'un disque classique. On a soumis peut-être de conservation qui pourrait être différente. Et tout est numérisé. C'est en cours. C'est en cours. Non, les CD sont on appelle au titre de l'exception de il y a eu un programme rétrospectif de numérisation. Et puis après, c'est par tranche. Et tout ce qui rentre régulièrement est numérisé directement. C'est pas numérisé au fil de l'eau, mais voilà, comme dit, c'est par programme, c'est par tranche. Par contre, les vinyles sont peu numérisés, donc en fait, là, ce qu'on pourrait donner, c'est plutôt ce qui est après 95, quand il y a le double édition CD, tout ce qui est avant, enfin, on a fixé ça clairement à 95. Disons qu'avant, on n'est pas sûr qu'il y avait, quand il y a un vinyle, d'avoir le pendant CD. Moi j'avais une question qui était pas directement sur le dépôt légal, mais SBM en général, sur ce qui échappe au dépôt légal. Vous aviez une politique d'acquisition, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez une politique documentaire. Et puis on sait ça, mais c'est fait pour ça. Puis c'est pas vous qui faites les acquisitions, j'imagine que c'est un autre département. Ça va être un service, mais je parle de la question. Et la question, c'est que vous reposez sur des axes d'acquisition, et je voulais savoir si vous avez une idée de ces axes. Alors, actuellement. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'achète pas le dépôt légal. Les choses qui sont soumises actuellement aujourd'hui au dépôt légal, ça reste une démarche qui est à respecter en l'état. On ne va pas acheter des labels qui refuseraient de déposer ou qui refusent de déposer. Ça, c'est clairement non. Par contre, on peut avoir des budgets effectivement pour combler les manques du dépôt légal ou parce que dans le temps, il y a eu des économies ou parce qu'on est hors périmètre géographique d'une période de dépôt légal. Voilà, on va avoir ces deux axes d'acquisition possibles. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fonction peut-être du genre, d'esthétique musicale et de provenance géographique, le concept peut représenter dans nos collections. Ça, on ne va pas le dire par appétence personnelle, mais surtout on a une connaissance plus d'un genre musical que d'un autre, et on sait qu'il est mieux représenté que d'autres. Ou moins bien représenté que d'autres, on va pouvoir peut-être faire des acquisitions dans cette voie. Mais là aussi, ce sont des choix documentaires, ce sont des choix politiques. Là, il faut assumer une subjectivité qu'on va pouvoir argumenter avec des critères qui sont défendables et entendables, mais il n'y a pas d'axe a priori de prospection d'acquisition. En fait, pour compléter, l'axe, c'est tout ce qui est hors périmètre du dépôt légal, soit pour les financements des disques qui ont été édités avant l'instauration du dépôt légal, soit les fichiers dans la raquette du dépôt légal, ou alors des éditions étrangères qui ont été déposées. C'est inscrit quand même dans la charte documentaire de la veille. On vient de refaire, c'est bien clairement utilisé. Donc en fait là, c'est vraiment inscrit dans la charte. Aussi bien pour les acquisitions que pour les dons en fait. Pas forcément pour agir. On va devoir s'arrêter.
Donc vous pouvez poursuivre aussi, quand même, comme d'habitude, des questions sur la vie discothécaire éventuellement, et essayer de fédérer autour de vous les scènes que vous avez autour de vous, parce que c'est pas grand chose d'offrir un disque à l'éternité.